Bonjour et bienvenue aux 10 minutes juridiques, votre bimensuelle vidéo avec le cabinet avocat Landau associé par VK. Comme tous les 15 jours, des brèves et un grand dossier qui dans quelques minutes va être élus locaux, la formation réformée, mais tout de suite 15 brèves pour 15 jours. À l'origine était la Constitution, on veut encore la réformer. Le projet de loi constitutionnel a été adopté en Conseil des ministres, il commence d'être examiné par le Parlement, avec beaucoup de débats, alimentés d'ailleurs par un avis critique du Conseil d'État, notamment sur l'utilité de ce texte, ou en sens inverse, son possible excès, puisque l'on ne peut sur une protection de la biodiversité, etc., mais sur des garanties sur ce point. Le syndicat des juridictions administratives en a profité pour demander que soit glissée dans le texte une constitutionnalisation écrite de la juridiction administrative au-delà des protections actuelles tirées des principes dégagés par le Conseil constitutionnel. Et toujours dans le bloc de nos institutions, une loi organique sur le Conseil économique, social et environnemental a été adoptée, mais dans lesquels il y a quelques éléments sur l'abaissement des seuils pour les pétitions et des liens supplémentaires sur les liens avec les territoires. Abordons maintenant les éléments, à commencer par l'eau. Distribution d'eau potable, est-ce que hors schéma ou s'il n'y a pas de schéma, il n'y a point de salut? Eh bien, le Conseil d'État a donné des réponses nuancées, admettant qu'il n'y ait pas un droit absolu à avoir l'eau potable pour ceux qui ont négligé de faire leur schéma de distribution et inversement des souplesses même quand il y a un schéma de distribution. Pendant ce temps-là, deux textes sont mis en consultation, l'un sur le compostage des boues d'épuration avec de vives critiques d'ailleurs de la FNCCR et un autre sur la question de la gestion quantitative de l'eau. L'air maintenant. Il y a un peu plus de 6 mois, le Conseil d'État, de manière tout à fait inédite, condamnait l'État à une somme considérable parce que l'État est en retard dans la transposition du droit européen en matière de pollution de l'air et les 6 mois sont passés. Très peu de choses se sont passées pendant ces 6 mois. Ok, une évolution des indices Atmo, c'est tout. Donc l'État commence à devoir bouger parce que la demande est lourde et deux nouveaux textes ont été adoptés en matière de pollution atmosphérique, mais enfin on est sur des petits pas. Le feu maintenant, l'énergie. EDF est en train de se réorganiser et un certain nombre d'acteurs dont la FNCCR sont inquiets sur cette réorganisation qui s'appelle Hercule. Donc les travaux d'Hercule inquiètent les acteurs locaux en raison notamment des impacts que ça pourrait avoir sur le pouvoir délégant des collectivités. Énergie toujours, mais cette fois-ci passoire thermique, réforme, amélioration de tout ce qui est prime transition énergétique, ma prime rénov, etc. Le vivant maintenant. Beaucoup de choses. Aide en faveur des forêts, y compris publiques. Adoption du schéma national des données sur la biodiversité. Un pas de plus sur le zéro phyto avec des nouvelles zones sur les habitations, y compris les zones d'habitation collective, les voies privées, les établissements de santé, y compris les forêts, les établissements sociaux, médico-sociaux, les cimetières. Extension du nouveau site phyto, du zéro phyto dans ces domaines-là, à terme 2022 pour l'essentiel. Une nouvelle instruction intéressante sur les mesures dédiées à la transition écologique dans le cadre du plan de relance. Les inspecteurs de l'environnement, de leur côté, qui peuvent fouiller un véhicule particulier, c'est un point qui était fortement débattu. Mais enfin, on peut pas tout faire non plus s'agissant des animaux. Quand quelques élus essaient de prendre des arrêtés de police pour interdire la divagation des ours, finalement, c'est une jonglerie auquel le tribunal administratif de Pau a mis vite fin. Après le vivant, la mort. La mort ne cesse de voir son droit adapté au fil des étapes de la pandémie. À la suite d'une décision du Conseil d'État du 22 décembre, un décret a été adopté le 21 janvier 2021. La mise en bière des défunts, même en cas de suspicion de Covid, n'est plus automatique et un certain nombre de règles ont été adoptées. La terre maintenant. Domaine public, fluvial. Pas d'exception d'illégalité. Vous savez, l'exception d'illégalité, c'est l'illégalité d'un acte, non pas en raison des vices propres de cet acte, mais en raison de l'acte matriciel dont il est issu. Acte lui-même réglementaire ou dite décision d'espèce. Donc c'est un peu comme les jeux des sucres ou des dominos qui se font tomber. Eh bien, il n'y a pas d'exception d'illégalité entre la délimitation du domaine, en tout cas pour le public fluvial, sans doute les autres, et celle des servitudes qui sont délimitées ensuite. Est-ce que c'est une infraction financière pour un ordonnateur que de lever
insuffisamment de redevances d'occupation du domaine public? Eh bien, dans certains cas, notamment quand il y a des minima légaux, oui. Décision de la CDBF. Expropriation maintenant. Il y a une expropriation. Il y a un arrêté de cessibilité. Est-ce que celui-ci sera toujours considéré comme urgent au sens du droit des référés suspension? Oui, presque toujours, mais pas tout le temps quand même. Mode d'emploi du Conseil d'État 27 janvier. Ceci dit, le droit de l'occupation du sol reste un droit à manier avec précaution. Petite illustration quand même. Une commune se trompe ou pousse un peu les choses en estimant que sont constructibles des parcelles qui ne devraient pas l'être. Des gens achètent ces parcelles. Eh bien, il peut en résulter des indemnisations lourdes. C'est pas nouveau. Mais quand on arrive à une affaire comme celle-ci, où on se retrouve à plus de 1 356 € par habitant à la suite de cette affaire de condamnation de la commune, ça donne une petite idée sur l'importance de gérer ces choses-là sérieusement. Droit de préemption. Une commune donne un conseil municipal délibère pour déléguer son droit de préemption à son maire, pour la durée du mandat. Puis, entre-temps, l'intercommunalité délègue le droit de préemption à la commune. Est-ce que ce coup, ça s'applique également pour les domaines donnés par délib initialement? Réponse, oui. La délégation du conseil s'applique pour la durée du mandat et donc y compris pour les délégations de l'interco vers la commune arrivées en cours de mandat. Les espaces, les distances maintenant. Tout le monde parle du projet 3D, puis 4D. Le bruit à la mode, c'est qu'il n'y aurait plus de dimension du tout et que ce texte passerait à la trappe. Réponse dans les jours à venir. Mais, en même temps, tout le monde se fâche sur le fait qu'il y aurait une possible régionalisation des routes nationales et on se retrouve avec un truc un peu particulier, c'est que départements et régions évoquent leur regret de voir ce texte peut-être disparaître, tout en critiquant vivement certaines de ces dispositions. C'est pas incompatible, mais ça rend un débat encore plus brouillé qu'il ne l'était. Ce qui n'est pas brouillé en revanche, c'est les vélos qui vont bon train désormais au journal officiel. Les vélos non démontés au bord des trains de voyageurs donnaient lieu à pas mal de flou juridique. Les choses sont désormais claires et stabilisées. Espace toujours, mais l'espace entre les hommes. Les distances barrières, quand on ne peut pas mettre de masque, étaient auparavant de 1 mètre. Maintenant, elles sont de 2 mètres. Quand vous regardez, quels sont les cas où on est obligé d'enlever son masque? C'est notamment pour la restauration collective et notamment scolaire. Et certaines pratiques sportives, mais pour lesquelles il y avait déjà des règles. Donc, grand témoin quand on est passé de 1 mètre à 2 mètres dans beaucoup de services de restauration scolaire, périscolaire ou EHPAD. Maintenant, l'humain, et notamment la fonction publique. À qui incombe le reclassement d'un agent en CDI alors que son établissement public employeur est dissous? Réponse par la CA de Lyon. Le gouvernement veut que tous les fonctionnaires aient désormais une formation sur la laïcité. Amendement gouvernemental adopté sur le projet de loi séparatisme. Interdiction d'exercer une activité professionnelle et congé spécial. Que se passe-t-il pour un fonctionnaire qui, en procédure pénale, se retrouve dans l'interdiction d'exercer son activité, mais on met fin à son détachement de son emploi fonctionnel? Réponse par une importante décision Comité d'agglomération de Grand Sud Caraïbes du 26 janvier 2021 du Conseil d'État. Abordons maintenant les accords et notamment les contrats publics. Une clause qui supprime un droit à indemnisation en cas de résiliation pour motif d'intérêt général s'impose évidemment à tous les membres du groupement. Mais il peut néanmoins y avoir des protocoles transactionnels un par un, sans prendre tous les membres. C'est à Bordeaux. Et surtout, un point important, ça fait longtemps qu'on l'attendait, le lancement d'une consultation publique pour réviser les CCAG, point important. Maintenant, après les accords, les désaccords, les contentieux. 1. Nouvelle censure pour les visio-audiences imposées en pénal, Conseil constitutionnel. 2. Il arrive parfois qu'on demande à un requérant de devoir confirmer ses demandes. Et s'il ne le fait pas, le recours tombe. Oui, mais que se passe-t-il si on demande en même temps au requérant de répondre à mémoire en défense? Réponse, c'est à 2 doigts. Exigeante la réponse. Diffamation. Attention, une décision de la Cour de cassation criminelle est assez sévère sur les dépôts de plaintes en diffamation pour des exécutifs qui n'auraient pas de délégation à cet effet ou qui n'auraient pas une délibération à cet effet. Futur CA de Toulouse, avec un objectif 2022. Le calendrier se précise. Le voici. QPC. Est-ce que je peux faire une QPC en matière électorale, mais pour la première fois auteur d'appel?
Non, mais dans certains cas, oui. Réponse du Conseil d'État 21 janvier. Contentieux, mais cette fois-ci environnemental. Avant, en installation classée pour la protection de l'environnement, les recours gracieux ne préservaient pas les délais de recours. Désormais, ils le font, mais il y avait un doute sur le point de savoir si ça s'appliquait à certaines hypothèses. Le théâtre Grenoble nous dit oui, ça s'applique, y compris par exemple pour les sanctions de l'article L171.8 du Code de l'environnement. Que se passe-t-il quand j'ai des nouveaux moyens, même d'ordre public, après la clôture de l'instruction en contentieux administratif? Eh bien, presque toujours, le juge n'est pas obligé de rouvrir l'instruction, alors même qu'il y a un moyen nouveau, parce que c'est un moyen d'ordre public. Bon, en pratique, on peut répondre par des notes en délibéré, mais enfin, un petit peu gonflé quand même. 12. Question d'argent. Quand une commune peut-elle s'opposer à la levée par l'intercommunalité de la taxe de séjour? Réponse de bon sens du Conseil d'État. Argent toujours. Une administration d'État, nous dit le juge européen, peut restreindre le recours au liquide pour ces administrations sous certaines conditions, ce qui est assez intéressant pour le paiement de beaucoup de services publics. Le même juge, en revanche, nous dit attention, la discrimination en matière de handicap, ce n'est pas que entre personnes valides et personnes en situation de handicap, ça peut être aussi entre catégories de personnes handicapées, ce qui peut sembler être du bon sens, mais qui, dans les mises en œuvre pratiques, pourra soulever des difficultés assez considérables. Enfin, aide aux entreprises, une série de textes pour la numérisation click and collect des commerces et le guichet unique pour l'économie sociale et solidaire, que les collectivités doivent connaître pour accompagner leur tissu économique. Et enfin, la Cour des comptes estime que les plus de 500 opérateurs de l'État, avec différentes formes juridiques, des établissements publics, des écoles des GIP, etc., ne sont pas contrôlés comme il le faudrait. Rapport important. Passons maintenant à notre grand dossier, élus locaux, la formation réformée. Nul ne doute de l'importance de mieux former les élus locaux. Le problème, c'est que souvent, les grands exécutifs sont les moins formés, en réalité. Parfois, donc, il faut les former tout simplement. Une nouvelle ordonnance, adoptée le 20 janvier 2021, se veut améliorer le régime juridique. Elle le fait pour partie, mais ça grogne du côté notamment des associations d'élus sur différents points. À la base, il faut distinguer. La collectivité peut d'abord organiser des formations classiques, normales. 2, il y a, loi engagement et proximité de décembre 2019, une formation obligatoire organisée au cours de la première année de mandat. C'est pas nouveau, mais ça a été étendu par la loi d'engagement et proximité. 3, il y a le droit général à la formation des élus locaux, tel qu'il a été inventé par la loi du 3 février 92 et beaucoup remis à l'ouvrage dessus. Et là, ces formations-là, elles transitent par le budget de la commune qui doit voter un budget spécifique là-dessus avec un certain nombre de contraintes que voici. Et les organismes de formation sont des organismes de formation agréés, passant par la CNEFEL. Il y a un droit à congé supplémentaire de 18 jours propre à cette formation qui est bien distingué des autorisations d'absence et des crédits d'heure. Une procédure assez stricte. Et puis il y a le DIF, le droit individuel à la formation, avec un crédit donc fixé en 2020 de 20 heures par année de mandat, même non entière, avec une procédure lourde qui, elle, ne passe pas par la commune, mais qui passe par l'organisme de formation agréé, là encore, et par la Caisse des dépôts, avec des choses assez décriées, puisqu'il y a eu quelques exemples de formations éloignées de leur objet et dispendieuses, et puis d'autres, en revanche, qui contestent les restrictions apportées notamment par la Caisse sur ce qui est accepté, pas accepté, et la lenteur de la procédure. Bref, un sujet discuté. L'ordonnance prévoit pour ce DIF une réforme assez ample et même qui concerne les autres aspects de la formation, avec désormais une plateforme numérique qui permettra aux élus de comparer les offres de formation, avec des droits qui sont libérés en euros et puis en heures, et depuis 2020, le coût de ces formations horaires est plafonné de toute manière, un principe d'équilibre financier du DIF qui est pris en fait sur les cotisations sur indemnité des élus. Encore une fois, sur le DIF, on ne passe pas par la casse collectivité, c'est directement par l'organisme de formation et par cette plateforme, et ensuite par la Caisse des dépôts, mais désormais, l'élu ou les collectivités peuvent, y compris via des procédures de mutualisation, cofinancer tout ceci. Et chaque EPCI à fiscalité propre, d'ailleurs, doit proposer des outils communs de mutualisation, en quelque sorte, sur ce point. Et on se retrouve avec un risque d'avoir, en réalité,
soit des inégalités de traitement, soit la collectivité qui se retrouvera à devoir mettre la main à la poche, qui est évidemment très discuté. Et puis il y a plein de renforcement, de contrôle, d'extension des pouvoirs du CNEFEL, qui auprès du ministère de l'Intérieur s'occupe de ces questions-là. Plus grand contrôle sur les organismes de formation agréés. Il faut voir qu'un certain nombre de ces organismes, notamment ceux qui sont proches des partis politiques, doivent aujourd'hui mettre en place des vraies murailles de Chine pour éviter de se faire accuser en réalité de financer le parti, etc. etc. Et puis un problème aussi, c'est que très souvent on se retrouve avec des oppositions qui se forment pour démolir et les majorités qui ne se forment que très peu alors qu'elles sont en charge de bâtir. Bon, très bien. Sur tout ceci, deux questions à M. Pierre Brajou. Pourquoi M. Pierre Brajou? Parce qu'il est directeur de l'Association des maires de la Corrèze et président de l'ANDAM, donc l'Association nationale des directeurs d'associations de maires. M. Pierre Brajou, bonjour. Bonjour. Première question. Selon vous, quels sont les travers de ces régimes de formation des élus? Aujourd'hui, deux dispositifs de formation cohabitent afin d'apporter des formations qualifiantes aux élus locaux. Au regard du faible pourcentage d'élus formés ces dernières années, nous sommes obligés d'admettre certaines failles dans ces deux systèmes. Le premier, qui consiste à financer la formation des élus sur le budget communal, est souvent réservé aux élus des grosses collectivités, celles dans lesquelles un budget de formation suffisamment conséquent a été voté. Ces formations, souvent décidées par l'organe délibérant, sont souvent dispensées aux élus de la majorité. Les autres élus, et surtout les élus des zones rurales, et c'est la majeure partie des élus français, ne bénéficient pas d'un budget de formation suffisamment important pour se permettre de suivre des formations qualifiantes. Pour corriger ces inégalités, en 2017, le droit individuel à la formation a été mis en place, le DIF, mais l'absence d'un cadre réglementaire a entraîné certaines dérives qui mettent mal ce système. Alors, effectivement, si aujourd'hui ces deux systèmes sont mis à mal, c'est que tout simplement, il a toujours manqué d'un cadre suffisamment réglementaire pour encadrer ces deux systèmes et faire de la formation des élus un élément fondamental dans l'exercice du mandat. Est-ce que l'ordonnance améliore les choses? En effet, pour améliorer le système de formation des élus, le gouvernement envisage, à travers une ordonnance, de mieux encadrer ce dispositif-là. C'est absolument nécessaire. C'était une demande des associations départementales de maires depuis de nombreuses années au regard de l'importance que nous apportons à la formation des élus dans une période où l'exercice de mandat se complexifie et nécessite de plus en plus de compétences. Mais vouloir calquer la formation des élus sur la formation professionnelle est selon nous une erreur. Être élu n'est pas un métier, c'est un engagement. C'est un engagement qui, en fonction des territoires, en fonction du mandat qu'on exerce, en fonction de la taille de la collectivité dans laquelle nous nous trouvons, nécessite des compétences, des formations appropriées et différentes. Deuxième élément, l'ordonnance a pour objectif de corriger, de mieux encadrer des organismes de formation peu vertueux qui, ces dernières années, ont porté le discrédit sur la formation des élus. Au regard des règles, de l'obligation pour tous les organismes d'être certifiés, conduira, tôt ou tard, à ce que les structures les plus vertueuses, celles qui depuis des décennies accompagnent les élus à travers des réunions, à travers de la formation, avant même la création du DIF, se retrouveront pénalisées et ne pourront, selon nous, directeurs d'associations départementales de maires, ne plus pouvoir apporter aux élus pour lesquels nous travaillons au quotidien des formations appropriées à leurs besoins. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir et au revoir à vous. Merci à vous. Pensez à vous abonner et à bientôt pour une nouvelle vidéo de 10 minutes juridiques parlant d'associés pour VK. Au revoir.